Raymond Barre, l'Assemblée lui accorde sa confiance. Il invite les Français à la discipline, l'objectivité et la tolérance. Italie, confusion et désarroi. Aldo Moro serait en vie. L'indice, une nouvelle photo. François Sérac, Raymond Barre, 2 heures d'entretien. Le patronat entamera les négociations avec les syndicats dès le mois de mai. Et maintenant, des remous au PS, des fédérations s'agitent. Un commentaire de Noël Copin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'Italie respire ce soir, en tout cas elle souffle un peu, elle a la quasi-certitude qu'Aldo Moro n'est pas mort. La preuve, c'est une photo du président de la démocratie chrétienne tenant à la main un journal daté d'hier, le quotidien La Repubblica. Voici donc l'ultime rebondissement d'une journée de suspense qui avait même commencé par la découverte d'un corps dans le fameux lac de la Duchesse, sondé depuis 2 jours par les enquêteurs. En fait, le cadavre était celui d'un berger italien réputé malade mental. Et puis, un communiqué numéro 7 a été diffusé simultanément à Turin, à Gênes et à Milan. Ce communiqué a tout de suite été authentifié par les policiers comme venant effectivement des terroristes. Tout cela au milieu d'une multiplication de messages anonymes. Alors faisons le tri, Victor Vraiment, et ne retenons que les certitudes. Si samedi prochain, à 15 h, nos camarades qui se trouvent actuellement en prison ne sont pas libérés, Aldo Moro sera exécuté. Voilà l'ultimatum qui est contenu aujourd'hui dans le 7e message, semble-t-il authentique, des Brigades Rouges, qui a été diffusé aujourd'hui simultanément à Turin, à Gênes et à Milan. Mais les terroristes ne précisent pas qui il faut libérer. S'agit-il alors de Renato Curcio et de ses camarades qui sont jugés actuellement à Turin? Combien de terroristes faut-il libérer? Les terroristes disent bien en tout cas que le soi-disant 7e message qui a été diffusé mardi dernier et qui annonçait qu'Aldo Moro avait été exécuté et que son corps avait été jeté dans le lac de la Duchesse, les terroristes précisent bien que ce message était faux, mais pas seulement faux. C'est la démocratie chrétienne qui aurait organisé une mise en scène macabre pour apitoyer l'opinion publique et pour provoquer un mouvement de répulsion à l'égard des Brigades Rouges. Cela dit, il faut bien noter dans ce 7e message des terroristes certaines contradictions, certaines obscurités. Tout d'abord, c'est bien la première fois que les terroristes demandent d'échanger la vie d'Aldo Moro contre la libération de leurs camarades qui sont actuellement en prison. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? Dans leur 6e message, pourtant, les Brigades Rouges avaient annoncé que Aldo Moro était condamné à mort et qu'il serait exécuté. Mais même dans le message qui a été diffusé aujourd'hui, il est dit que le verdict a été prononcé et qu'il n'est pas question de le modifier. En somme, tout se passe comme si les terroristes faisaient semblant de vouloir négocier tout en sachant que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que la démocratie chrétienne a confirmé à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de négocier avec les Brigades Rouges. Oui, cela dit, même s'il y a eu un peu de répit dans l'affaire Aldo Moro, les Brigades Rouges se montrent toujours aussi menaçantes puisqu'elles ont revendiqué ce matin l'assassinat d'un gardien de prison à Milan, vous le voyez. C'est le 4e attentat revendiqué par les terroristes depuis l'enlèvement du président de la démocratie chrétienne. Visiblement, les Brigades Rouges, qui ont par ailleurs saccagé un certain nombre d'endroits publics, souhaitent intimider. Voilà donc un aperçu du climat qui règne en ce moment en Italie et pour mieux vous en imprégner, nous déplacerons demain une partie de l'équipe de ce journal pour diffuser nos informations de là-bas. Et le lendemain, samedi donc, à 12h30, nous diffuserons 1 heure complète de Rome dans le cadre de Samedi et demi avec de très nombreux documents et invités en plateau. Donc demain, samedi et demi, également après-demain, en direct de Rome. Baissé de rideau sur le débat de politique générale, il y a quelques minutes à l'Assemblée nationale, la discussion sur la déclaration de Raymond Barre a été close à 18h30 et dans quelques minutes, vraisemblablement, on devrait apprendre les résultats du scrutin sans surprise, puisque la majorité dans son ensemble devrait suivre le Premier ministre et que l'opposition devrait refuser la confiance. Après tous les orateurs de la journée d'hier, Raymond Barre était remonté à la tribune pour dire qu'à force d'efforts, le pays s'était bien dressé, que la situation économique s'était améliorée et que cela allait continuer. Je disais hier, et l'on a ironisé sur ce propos, l'horizon s'est éclairci. Oui, l'horizon s'est éclairci. Parce que certaines transformations qui auraient bouleversé les conditions de notre économie sont désormais écartées. Parce que nous avons le temps devant nous pour réaliser les profondes transformations qui s'imposent à notre économie. Parce que nous pouvons
si nous faisons un effort de discipline, mais aussi un effort d'objectivité et de tolérance, nous pouvons assurer aux Français la dignité de leurs conditions de vie dans un monde difficile. C'est ce que le gouvernement peut faire. Il compte sur ce point sur le soutien de l'Assemblée nationale. À vous, mesdames et messieurs, de dire si vous voulez le lui accorder. Eh bien, apparemment, ce devrait être sans problème. Raymond Barre aura la confiance qu'il demande, Daniel Brême. En principe, il l'aura massive, mais on avait tout de même pu se poser quelques questions dans l'après-midi à propos de défection, quand M. Guéna avait repris sur le mode, il est vrai, interrogatif et non plus accusatif, tous les soupçons du RPR, à savoir sur la politique de défense, l'Europe, le régime présidentiel, le scrutin proportionnel et même sur l'emploi qui devrait obtenir une relance. Mais dans les couloirs, les députés RPR disaient vigilance oui, méfiance non, nous ne voulons pas du tout en découdre avec le Premier ministre. Alors est-ce que pour autant Raymond Barre a répondu aux interrogations de M. Guéna? Eh bien, il y a répondu seulement en partie. C'est-à-dire que sur la politique étrangère et sur l'Europe, il a précisé qu'il n'était pas question que la France abdique sa souveraineté. Et en ce qui concerne l'ouverture, il avait dit que le gouvernement comptait sur la majorité, ce qui n'empêchait pas le gouvernement d'écouter courtoisement l'opposition et même de considérer certains de ses projets. Et sur l'emploi? Alors là, le Premier ministre qui improvisait a eu la dent particulièrement dure. Chaque fois qu'il y a eu un coup d'accélérateur, il a été suivi d'un coup de frein. On ne relance pas la politique de l'emploi en créant 500 000 postes de fonctionnaires ou en déséquilibrant les finances. Monsieur François Mauriac disait, moins les gens ont des idées et plus ils crient fort. Et dans les couloirs, Gaston Defferre pour les socialistes et Monsieur de Préaumont pour le RPR se demandaient finalement si ce boulet visait Monsieur Chirac ou tout simplement Monsieur Mitterrand. Bien, Daniel Brême, dès que vous avez ce résultat, vous revenez en direct dans ce journal nous le donner. J'ajoute que Florence Darcourt, qui est elle aussi intervenue, en a profité pour demander à l'Assemblée de moraliser des campagnes électorales trop dominées par l'argent. Voilà pour l'aspect politique de ce débat. Il nous reste à revenir sur le concret, sur les mesures économiques annoncées hier par le Premier ministre. Et pour ce faire, nous avons imaginé le personnage d'un monsieur tout-le-monde qui va vous faire comprendre ce que veulent dire ces expressions parfois un peu techniques, revalorisation des prestations familiales, détaxation de l'épargne, plafonnement de l'impôt. Alors suivons-le. Soucieux ou réjoui, M. Durand le sera sans doute successivement dans les prochains mois. En tout cas, il peut être déjà rassuré pour ce qui concerne ses revenus. Le pouvoir d'achat de son salaire sera en effet maintenu. Et si M. Durand fait partie des plus défavorisés, son salaire sera augmenté d'une manière nette. Et s'il est smicard, 1 million de personnes en France, son salaire augmentera plus vite que les prix. Les allocations familiales qu'il reçoit seront elles aussi régulièrement réajustées. Et puis, une garantie pour les monsieur et madame Durand qui ont au moins 3 enfants. Leur revenu familial, salaire plus allocation, ne pourra être inférieur à 3 500 francs dès l'année prochaine. Garantie encore pour les impôts. À revenu égal, M. Durand ne paiera pas plus d'impôts que l'an passé. Et s'il est actionnaire, comme 1 500 000 petits porteurs en France, les revenus qu'il tire de ses actions seront en partie détaxés. Une inquiétude toutefois pour M. Durand, les prix. Les tarifs publics seront fortement réajustés après le 1er mai. 15% d'augmentation sont demandés par la SNCF, 12 à 15% par EDF, 10 à 15% par le Gaz de France. Mais demander ne veut pas dire forcément accepter. Et puis, une grande interrogation pour M. Durand. Les industriels sauront-ils ne pas abuser de la libération des prix? Dès hier soir 20h, nous vous donnions toutes les réactions des organisations syndicales. Restait à connaître l'avis du CNPF, dont le président François Seyrac a été reçu pendant près de 2 heures ce matin par le Premier ministre. Et à l'issue de cet entretien, M. Seyrac s'est montré satisfait, bien sûr, du retour à la liberté des prix, qui ne doit pas être, a-t-il dit, un prétexte à l'augmentation des prix. Et puis surtout, il a annoncé l'ouverture dès le mois prochain de négociations avec les syndicats. Nous sommes d'accord pour aborder avec les organisations syndicales qui nous le demanderont ou qui l'ont déjà demandé des négociations. Nous aurons l'occasion de discuter sur, je dirais, les ordres du jour de nos négociations et ensuite de voir quels sont les problèmes. Car si les organisations syndicales ont des demandes ou des revendications à présenter, nous avons aussi un certain nombre de sujets qui nous préoccupent, qui touchent l'emploi, le financement
de nos régimes de secours ou de prise en charge du chômage, les problèmes de conception de la durée du travail ou des garanties sociales sur le plan des salaires minima professionnels. Je dirais que c'est véritablement une négociation où, je pense, chacun apportera à la table les soucis et les sujets qui le préoccupent. Voilà, avant de refermer ce dossier, cette question, Philippe Sassier, est-ce que nous avons face à nous le même Raymond Barre d'il y a 1 an et demi? Eh bien, imaginez un anticlérical obligé d'endosser une soutane ou bien un général qui serait antimilitariste et vous aurez une idée un petit peu de ce que pouvait penser Raymond Barre depuis qu'il était à l'hôtel Matignon. Lui, le libéral convaincu, était obligé de serrer la vis, de continuer à surveiller et à contrôler pour assainir l'économie française. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis hier? Eh bien, si les idées lancées par M. Raymond Barre sont appliquées, l'État sera un petit peu moins omniprésent dans la vie des Français. La santé, la sécurité, l'énergie, les transports ferroviaires, eh bien, c'est l'État. Et depuis plusieurs années, l'industrie, c'est aussi l'État. C'est lui qui a organisé les grands mariages industriels, c'est lui qui a décidé la politique en matière de nucléaire ou bien en matière d'informatique. Il bloque les prix, mais il est obligé de distribuer des crédits et des subventions. Il contrôle la hausse du billet de train ou bien du ticket de métro, mais il verse chaque année par an 30 milliards aux entreprises françaises. En annonçant que les industriels doivent être un petit peu plus souvent dans leurs usines et un petit peu moins souvent dans les cabinets ministériels, eh bien, le Premier ministre annonce un changement profond dans les habitudes. Il estime que pour faire face à la crise, l'État doit un petit peu moins se mettre son nez dans les affaires des autres, c'est-à-dire notamment dans le secteur privé. Pour la première fois depuis la fin de la guerre en France, on estime que le contrôle des prix n'est pas une bonne chose et qu'il faut le supprimer. Bref, c'est un petit peu un espèce de zut à Colbert. Il a dit zut. Vous savez, Philippe, que beaucoup ont dit que Raymond Barre s'était inspiré de nombreuses facettes de l'exemple allemand en matière de prix, de relations État-entreprise, de concertation avec les syndicats. Alors, pour essayer de comprendre, Michel Meyer à Bonn. Les Allemands ont tiré les leçons d'une histoire contemporaine émaillée d'autoritarisme, mais aussi de révolutions avortées. Les patrons d'Allemagne fédérale, depuis 1945, et avec l'aide bienveillante des Alliés, ont par exemple appris à considérer l'adhésion de leurs ouvriers comme un facteur plus important que le capital, l'énergie et les matières premières de leurs usines. De leur côté, les syndicats ouvriers ont appris que pour réussir, il fallait être puissant et uni, et le poids des syndicats ouvriers dans la société allemande est tel qu'il les oblige en quelque sorte à une corresponsabilité sociale et économique qui exclut des transes idéologiques. C'est là, à mon avis, et très résumé, le secret du fameux consensus social allemand. Sur les bases de ce dialogue entre partenaires sociaux, ce qui n'exclut pas des grèves très dures comme récemment à Stuttgart, les lois du marché et de la concurrence régissent de façon quasi absolue la vie économique. Une liberté totale des prix dans un régime de concurrence sans merci, autant sur le marché intérieur que pour l'exportation, explique une mise en forme et une sorte de musculation permanente de l'économie allemande. Les canards boiteux de l'industrie ne sont jamais soutenus artificiellement. Dirigisme est un mot banni du vocabulaire politique et économique. On s'évertue seulement à reconvertir les sans-emploi et à les soutenir socialement de façon assez exemplaire. C'est là tout le ressort d'une relative facilité d'adaptation allemande aux crises économiques et du niveau très faible, 3%, d'une inflation jugulée par la concurrence entre les entreprises et non pas le contrôle autoritaire des prix. Un bon chiffre pour le commerce extérieur français le mois dernier, un excédent de plus de 1 000 millions de francs. Jean Le Canuet va renoncer à la présidence du CDS. Vous savez qu'il est depuis peu président de l'ensemble de l'UDF. Il pourrait être remplacé par Bernard Stasi ou un autre vice-président. Peut-être y aura-t-il un congrès extraordinaire pour en décider. Edgar Faure, lui, compte se présenter à l'Académie française. Il a fait parvenir sa lettre de candidature au secrétaire perpétuel du Quai de Conti. Un fauteuil est en effet vacant. Daniel Cohn-Bendit ne pourra pas encore cette fois-ci revenir en France. C'est ce que laisse entendre le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, dans une lettre qu'il a adressée à Georges Séguy. Le secrétaire général de la CGT avait intercédé en faveur de Daniel Cohn-Bendit. Maurice Herzog démissionne du RPR. L'ancien ministre et député estime que la nouvelle orientation du mouvement ne correspond plus à sa ligne démocratique et libérale. Des précisions de Jean-Philippe Lecal, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, sur ses attributions. Le mot communication, a-t-il dit, ne cherche pas à dissimuler la reconstitution d'un ministère de l'Information. Mes attributions seront de caractère technique.
Nouvelle manifestation des divergences au sein du PC. Jacques Frémontier, qui assurait la rédaction en chef d'Action, qui est la publication du secteur entreprise du PC, eh bien Jacques Frémontier a adressé sa démission à Georges Marchais, mais il n'envisage pas pour autant de quitter le parti. Et puis, au sein du PS, non pas des craquements, Noël Copin, mais des grincements depuis quelques jours. Il faut dire que beaucoup de textes circulent en ce moment. Oui, beaucoup de textes circulent et il y en a aujourd'hui qui fait particulièrement du bruit. Sous le titre Manifeste 78-78, c'est le numéro du département des Yvelines et non pas seulement l'année 1978. Ce texte propose en fait une assez sévère autocritique du Parti socialiste. Et je cite, il reproche en particulier au Parti socialiste de n'avoir pas fait, au moment de l'actualisation du programme commun, des propositions offensives marquant ce programme commun de son empreinte. Et puis, il est dit aussi que le programme commun est considéré comme un programme revendicatif dont la cohérence en tant que projet socialiste n'apparaissait pas claire. Alors vous avez dit que ce texte venait des Yvelines, alors on pense forcément à Michel Rocard. Oui, c'est le département de Michel Rocard, et puis comme il y a eu aussi un autre texte qui fait parler de lui ces jours-ci, et dont l'un des signataires serait Patrick Vivray, qui est un ami politique de Michel Rocard, il n'en fallait pas plus pour que certains pensent qu'il y avait une opération Michel Rocard lancée à quelques jours de la convention du Parti socialiste. Il y a même eu, semble-t-il, des remous au sein du secrétariat national du Parti socialiste, et Claude Estier, aujourd'hui, dans son éditorial de l'Unité, critique ceux qui font circuler des textes qui, sous le couvert de casser les courants et sous-courants, visent surtout à faire progresser tel d'entre eux au détriment des autres. Alors qu'est-ce que l'on sait alors qu'il est? Écoutez, du côté des militants des Yvelines qui ont participé à la rédaction de ce texte, on précise que ce texte a été élaboré à partir d'une réunion qui était ouverte à tous les militants et qu'il y a bien d'autres textes en circulation au sein même de la Fédération des Yvelines. Il y a un texte élaboré sans Michel Rocard. Oui, on précise aussi que Michel Rocard n'était pas à cette réunion et les militants ajoutent que Michel Rocard est assez grand pour se défendre tout seul. Alors ce que l'on sait aussi, c'est que Michel Rocard était absent de Paris et de la région parisienne au moment où ces différents textes ont été mis en circulation, et l'on sait également qu'il n'entend pas prendre la parole en public avant la convention du 29 avril. Et vous voyez, le débat est déjà largement ouvert et animé entre les courants. On en reparlera le 29. Valéry Giscard d'Estaing en Corse, prochainement, il l'a promis à l'un des parlementaires de l'île, Jean Bozzi. La bombe française à neutrons, ce n'est pas sérieux, a dit Yvon Bourges, le ministre de la Défense. Yvon Bourges était entendu par la commission de la Défense nationale de l'Assemblée. La politique étrangère maintenant, avec la décision du gouvernement espagnol d'abolir la peine de mort et de présenter un projet de loi qui la remplacerait par 40 années de réclusion criminelle. L'Espagne avait, sous le régime franquiste, usé et abusé de la peine de mort et de cette barbare méthode du garrot serré autour du cou des condamnés pour leur briser les vertèbres cervicales. Salvador Puyantic, anarchiste catalan exécuté à Barcelone en 1974, ultime victime du garrot. En 1975, les 5 derniers condamnés à mort du régime franquiste ont été fusillés. Le garrot n'a plus servi depuis. Dans les rares confessions qu'il a faites à la presse, le roi, Juan Carlos, a toujours clairement laissé entendre l'horreur que lui inspirait le supplice. Et de fait, depuis son avènement, aucune exécution n'a eu lieu. Pour l'Espagne, qui s'interroge depuis plusieurs mois sur sa justice, cette abolition spectaculaire faisait peu à peu son chemin. La nomination, il y a 3 semaines, d'un directeur des institutions pénitentiaires connu pour ses idées abolitionnistes ne laisse pas de doute. Je crois que l'Espagne est arrivée au jour où elle ne peut plus se contenter de réformes partielles. Elle doit rénover ses lois et son code pénal en profondeur. Changer, réformer, et de fait, hier encore, cet ancien détenu le confirme, les prisonniers s'infligeaient des blessures volontaires pour protester contre les violences dont ils étaient victimes. Ici, à Carabanchel, il y a un mois, un prisonnier est mort au cours d'un interrogatoire. Alors, pour éviter que les erreurs ne se reproduisent, rétablir les conditions de la dignité, la nouvelle administration veut briser le mur du silence, avoir des interlocuteurs et pourquoi pas parmi les organisations de prisonniers. Cela me paraît nécessaire. À l'intérieur des prisons, c'est moi qui vais voir les représentants des détenus et je discute avec eux. À l'extérieur, je crois positif d'avoir des contacts avec des organisations comme celle des parents et amis des prisonniers, telles qu'elles existent en Espagne. 16 500 détenus dans les prisons.
Nombre d'entre eux le sont au titre d'un code pénal jugé déphasé par certains de ceux qui sont chargés de l'appliquer. La volonté de changement se manifeste ici encore. Mais à abolir la peine de mort et à vouloir faire entrer la démocratie dans les prisons avec tant d'urgence, la Nouvelle-Espagne gagne encore en crédibilité. En Europe, désormais, seules la France, la Belgique et la Grèce n'ont pas aboli la peine de mort. Le fils de Sitting Bull, le fils du fameux vainqueur du général Custer il y a un siècle, vient de mourir. Aigle sacré, c'était son nom, avait 121 ans, du moins on le suppose. Le dernier grand sachem des Sioux était venu en France il y a un an, invité par une famille passionnée de tout ce qui touche à l'histoire du Far West. Et à l'époque, nous l'avions rencontré. « 120 ans, c'était donc l'âge supposé de Holy Eagle, aigle sacré, James de son prénom, lorsqu'il a été filmé par Antenne 2 l'année dernière. Plus que centenaire, en tout cas, il l'était, et c'était son premier voyage en Europe. Enfant, il avait vécu quelques-uns des grands événements de la résistance indienne. Il était déjà né lors de la bataille de Little Big Horn, où son père, Sitting Bull, avait vaincu le général Custer en 1876. Il voulait jusqu'au bout assumer son rôle de dernier sachem des Sioux et tenait un langage que l'on aurait pu croire extrait d'un film de western. And then, like if I had a chance to Si j'ai la possibilité de parler au président Carter, je m'assurerai que les traités avec les Indiens soient respectés. Je désire qu'il applique quelques-unes des promesses faites aux Indiens, même avant sa naissance. Comme tant d'autres Indiens avant lui, Holy Eagle, fils de Sitting Bull, aura donc vécu en comptant sur les promesses des grands chefs blancs. L'État nous doit encore 6 millions de dollars, disait-il. Il est mort dans un hospice. Le garçonnet de 6 ans disparu hier soir dans la banlieue lyonnaise a été retrouvé ce matin, sain et sauf. Le petit Malik était séquestré dans une baraque désaffectée, non loin du domicile de ses parents. On recherche un suspect, mais on n'en sait guère plus ce soir. Sur le front de la marée noire maintenant, puisque nous vous avons promis de vous donner des informations tous les jours, pour ne pas oublier un problème qui nous a tenus en haleine, un mois après la catastrophe, eh bien, la pollution semble avoir diminué au large, mais elle persiste sur les zones côtières. Telles sont les conclusions de la 3e campagne d'analyse faite par les spécialistes. Pour mesurer l'évolution de la pollution marine, 2 navires du Centre national d'exploitation des océans ont procédé pour la 3e fois à des prélèvements d'eau et de plancton tout le long des côtes bretonnes et autour d'Ouessant. Profondeur de l'eau, distance à la côte, degré d'exposition au vent, autant de facteurs qui expliquent en partie la diversité des situations. Ainsi, en baie de Saint-Brieuc, les taches d'hydrocarbures ont disparu et en surface, la teneur de l'eau est normale. En revanche, la pollution persiste en baie de Morlaix et de Lannion. Dans les échantillons de sédiments analysés, la présence d'hydrocarbures est plus forte. Dans l'ensemble, le long de la zone côtière comprise entre Port-Salle et Roscoff, aucune amélioration. Mais en mer d'Iroise, le degré de pollution reste très faible. Dans tous les cas, il faudra se livrer périodiquement à bien d'autres analyses pour connaître plus précisément la nature des altérations durables des cycles de la vie marine. Mais tenter de sauver la mer ne suffit pas, il faut également protéger la terre des quelques 100 000 mètres cubes de déchets qui s'accumulent çà et là. Une série de dispositions nouvelles viennent d'être mises au point pour mieux faire face aux difficiles problèmes des stockages et d'élimination. Et oui, tout cela souvent dans des conditions d'improvisation avec tous les risques que cela comporte. Il y a des exemples choquants sur le littoral de la Bretagne Nord, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est un Français, Michel Laurent, qui a remporté la Flèche Wallonne, la grande classique ardennaise. Avant lui, seul Français à réussir cet exploit il y a 15 ans, Raymond Poulidor. Poupou, un bel exemple pour le champion bourguignon, Michel Laurent. On avait un peu oublié que Poulidor, il y a 15 ans, gagnait des courses et qu'il n'était pas toujours l'éternel deuxième. Mais on était loin de penser qu'un Français remporterait aujourd'hui la Flèche Wallonne, une course, disait-on, faite pour les Belges. Et c'est vrai, pendant longtemps, on a bien cru que Paul Entier, le champion de Belgique, arriverait premier à Verviers. Mais finalement, c'est Michel Laurent qui dominait nettement Baron Kelly, Thureau, Knettmann, Paul Entier, Kuiper, Zoutmelt, rien que ça. Une victoire étonnante qui a surpris Laurent en personne. C'est-à-dire qu'elle m'étonne dans un sens, c'est d'avoir gagné au sprint. Ça m'aurait pas étonné d'avoir gagné détaché car je me sentais très bien toute la fin de course.
Mais vous savez, je suis un piètre sprinter et je pensais jamais battre des hommes comme Turo, Knettmann et compagnie. Et j'étais très bien placé quand Zoetemelk a attaqué. J'ai essayé de rouler Kuiper car c'était pas à moi à faire l'effort, je n'avais pas d'équipier. Je me suis resté dans la roue à Kuiper et Kuiper a bien emmené. Ensuite Turo a attaqué, je me suis trouvé dans les roues relativement faciles et à 100 mètres de l'arrivée, j'ai dit mais je vais devoir les doubler, je vais pas rester là. Et je suis passé gagner au sprint, je ne croyais pas à mes yeux, c'est incroyable. Eh ben, il est content. En football, ça ne marche pas très bien en ce moment pour deux des équipes les plus en vue parmi les nations qualifiées pour l'Argentine. Je veux parler de l'Allemagne de l'Ouest, tenante du titre, elle a perdu devant la Suède, et puis du Brésil qui n'a pu faire que match nul contre l'Angleterre pour le dernier match de sa tournée européenne. Angleterre-Brésil. Mais d'abord, Patrick, Allemagne de l'Ouest, Suède, et un but réussi par Bonhoff, qui place les Allemands sur un bon rail. Mais Lee Larsson, maillot jaune, allait être le grand bonhomme. C'est ici lui qui a centré, le malheureux Russmann, arrière central de l'équipe d'Allemagne fédérale, n'ayant d'autre ressource que de marquer contre son camp, aux grandes dames du gardien de but du Bayern de Munich et de l'équipe d'Allemagne, Mayer. Que voulez-vous? Ce sont des choses qui arrivent. Sur deux corners, les Suédois allaient faire la distance. D'abord, Lee Larsson. Et encore Lee Larsson après un premier envoi du capitaine allemand Vogts sur la ligne. 3-1, déjà battus par les Brésiliens. Les Allemands ont du mal à conserver leur titre en Argentine. Le Brésil, lui, aura du mal à être champion du monde s'il joue comme il a joué hier contre les Anglais à Wembley. Tricherie, mauvais coup, tout y est passé. Mais heureusement aussi un très joli but de l'ailier droit Gilles. Les Anglais méritaient au moins le match nul. Grâce à ce coup franc de Keegan, ils vont l'obtenir. Bien, revoici le doux visage de Daniel Brem. J'imagine que c'est pour donner les résultats. Exactement. Il y avait 459 votants, donc 457 exprimés. Il y a pour 260 et contre 197 et 2 abstentions. Il manque quelques voix à la majorité. Oui, non, parce qu'il y a 24 ministres et il y a un mois pour permettre aux suppléants de siéger. Donc c'est tout à fait logique. Alors on a le compte. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors on revient un petit peu au sport, si l'on peut dire, avec ces deux élèves parachutistes qui s'entraînent très consciencieusement avant de faire le grand saut. Vous les reconnaîtrez dans un instant, ce sont les deux fils aînés de la reine Elisabeth d'Angleterre, le prince Charles et puis son frère cadet, le prince Andrew. Une préparation très sérieuse, vous le voyez. Vous le voyez un peu, ah non, c'était pas à l'envers. Dur est le métier de roi et dur est son apprentissage. Regardez-les sauter. Ils sautent pas de bien haut, hein. Voilà, il y avait un tiercé aujourd'hui à Évry. Voici la combinaison gagnante, le 4, le 9 et le 18. Vous découvrez avec moi les rapports dans l'ordre. Un peu moins de 30 000 francs et dans un ordre différent, un peu plus de 5 000 francs. La météo de demain, avant de refermer le journal, le ciel restera très variable avec des averses sur l'ensemble du pays. Seuls quelques éclaircies se produiront sur les régions méridionales. En revanche, de très nombreuses averses sur la moitié nord du pays. Température stationnaire. À 22h45, c'est Patrick Lecoq qui vous présentera le dernier journal. Mais auparavant, je vous propose de rester en compagnie de François Truffaut et de Virginia Crespo. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, en effet, Antenne 2 a ce soir le grand plaisir de présenter à ses téléspectateurs l'un des derniers films de François Truffaut, l'histoire d'Adèle H. Alors bien évidemment, nous allons parler de l'histoire d'Adèle H puisque c'est le film que nous diffusons ce soir. Mais tout d'abord, puisque vous êtes là, François Truffaut, merci d'être venu. Je voudrais satisfaire une petite curiosité personnelle. Vous avez commencé en tant que critique de cinéma. Oui. Après, vous êtes devenu le metteur en scène de renom que l'on sait. Puis alors, de plus en plus, le grand public commence à vous connaître en tant qu'acteur de cinéma. Alors, ce sont trois choses différentes, trois métamorphoses. Comment est-ce que vous êtes passé de l'une à l'autre de ces étapes? Et pourquoi, peut-être? Oui, je ne sais pas. Vous savez, acteur, metteur en scène, c'est un peu complémentaire. Parce qu'on peut quelquefois avoir envie de jouer dans son propre film un des rôles, ou le rôle principal même éventuellement. Oui, mais là, une grande production vient de vous engager en vous accordant l'un des rôles principaux. Le film américain, oui, c'était exceptionnel, le film Rencontre du troisième type. Oui, c'était une participation exceptionnelle parce que j'aimais beaucoup le metteur en scène qui faisait ça, qu'il avait besoin d'un Français, qu'il préférait même un Français qui ne soit pas acteur.
Et critique, là-dedans, c'est l'activité la moins intéressante, parce que je pense que le critique, c'est quand même, comme on dit, l'inspecteur des travaux finis. Vous voyez, c'est pas très créatif. Quoique ça fasse partie aussi, et il faut bien des critiques de théâtre, des critiques littéraires, aussi des critiques de cinéma. Mais mon activité principale, c'est la mise en scène, et je suis content de montrer ce soir ici à télévision ce film, l'histoire d'Adèle H, qui est ancien déjà de 3 ans. De 3 ans. Et vous avez dit que vous étiez fidèle à vos acteurs que vous aimiez, conserver une équipe d'acteurs que vous connaissiez, travailler avec eux. Alors, on a vu Jean-Pierre Léaud dans de nombreux personnages masculins, Claude Jade, l'héroïne de plusieurs de vos films. Et alors là, pour Adèle H, apparaît Isabelle Adjani. Pourquoi Isabelle Adjani? Eh bien, c'est un rôle nettement que ne pouvait pas jouer Jean-Pierre Léaud, ni Charles Denner, ni moi-même. Non. Et Claude Jade? C'était une histoire d'amour qui demandait un visage nouveau. Isabelle Adjani est presque la seule française dans ce film au milieu d'une troupe anglo-saxonne. Le film a été tourné entièrement en l'île de Guernsey. Et voilà, c'est une histoire de passion. En général, on a des histoires d'amour. Dans le cinéma, il y a plein d'histoires d'amour à 2 personnages. Et cette histoire-là m'a retenu surtout parce que, au fond, on y voit un seul personnage vibrer vraiment avec passion. L'autre n'est qu'une sorte de prétexte. Vous êtes fidèle à ce genre d'histoire. Cet amour est une idée. Oui, j'aime les histoires. On retrouve ça dans La Chambre verte, votre dernier film, les idées fixes, les obsessions. Voilà, c'est ça. Les amours qui vont jusqu'au bout. Oui, des gens que rien ne peut faire dévier de leur trajet affectif. Et puis il y a une raison aussi pour laquelle il l'a, faut le dire, c'est que vous êtes tellement vous-même méticuleux, vous avez souhaité voir un petit peu comment ça allait se passer, la diffusion de votre film. Vous allez monter tout à l'heure au télécinéma pour regarder dans quelles conditions ça va se passer. Oui, parce que j'ai remarqué que à la télévision, ce qui passe quelquefois un peu moins bien sont les scènes de nuit. Et évidemment, dans ce film, qui est une histoire d'amour, une histoire de passion, mais très intime, beaucoup de scènes se passent la nuit. Parce qu'aussi, je voulais que le film soit mystérieux, il y a un mystère dans le film, à tel point que je ne vous ai pas dit, vous voyez l'identité exacte d'Adèle H, que connaissent ceux qui ont déjà vu le film ou ceux qui ont lu beaucoup d'articles, mais peut-être pas tous les téléspectateurs. Ça commence par un H, c'est tout ce qu'on peut dire. Ça commence par un H. Et alors, comme il y a beaucoup de scènes de nuit, je voudrais qu'on fasse très bien le réglage. Et du côté des téléspectateurs, je leur demanderais, je n'ai absolument pas d'ordre à leur donner, ni même de conseils, mais quand même de ne pas regarder le film en pleine lumière et d'éviter qu'il y ait des lumières qui se reflèteraient sur l'écran du récepteur. Il faudrait idéalement voir le film dans les mêmes conditions qu'au cinéma, en éteignant, enfin avec le minimum de lumière. Et nous, de notre côté, au télécinéma, nous essaierons de régler le mieux possible l'alternance des scènes de jour et de nuit. Et on ne va pas faire attendre davantage tous nos téléspectateurs, mais avant tout, je voudrais leur signaler que leur programme télévisé ne sera pas néanmoins terminé après la diffusion de l'histoire d'Adèle H. Il y aura une émission de la série Les Légendaires vers 22h10. Bonne soirée, merci François Truffaut, merci Patrick Poivre.